Bienvenue à Connect Institute. Nous sommes ici dans les locaux de notre organisation éducative qui existe depuis un certain nombre d'années maintenant. Et nous avons jugé utile d'avoir cette conversation avec les jeunes ici présents qui se présenteront eux-mêmes pour clarifier nos objectifs, notre mission et aussi promouvoir notre démarche et notre méthode au cas où certaines organisations ou certains individus voudraient la dupliquer, voudraient la développer. Donc je suis Taha Balafré, je suis fondateur, directeur de Connect Institute. Donc moi c'est Hind Sabr, je suis lauréate de Maher Center qui se situe à Ben Guerir, à l'UM6P et qui fait partie du réseau de Connect Institute. Nordin Hermouche, 30 ans, je suis coordinateur de programme à Connect Institute, chargé de l'espace d'Armomkin. Je suis aussi un lauréat des programmes de Connect. J'ai bénéficié des activités de Connect Institute en 2014, alors que j'étais encore étudiant en école de commerce. Maintenant, je suis membre de l'équipe et je collabore avec les différents centres sur les différents programmes. Donc nous avons pris cette initiative en réponse à des demandes et je pense que Hind, toi aussi, tu as eu des échos sur quelles sont les questions qui se posent. Donc aujourd'hui, la question principale qu'on se pose, c'est d'où vient cette volonté de créer un organisme tel que Connect. On se doute que ça répond à un besoin, mais ce serait peut-être utile de revenir sur ce besoin et pourquoi il est aujourd'hui nécessaire d'agir et comment on le fait. Oui, c'est tout à fait légitime et je pense que Nordin, quand il s'est présenté, il a aussi parlé d'un programme GROW qu'on a commencé il y a quelques années, dans lequel il était membre ou participant. Le besoin est très clair. Il suffit de voir, par exemple, quand il y a des présentations par des jeunes sur des projets, quand ils ont envie aussi de faire de la vidéo, faire d'autres activités artistiques, il y a quand même des blocages. On sent qu'il y a un manque de contenu, il y a un décalage entre les talents qu'ils peuvent avoir, l'énergie qu'ils peuvent déployer et la matière et les messages qu'ils veulent passer. Et donc l'idée c'est de combler ces lacunes et de faire en sorte que ceux qui sortent du système éducatif public puissent avoir les mêmes compétences que ceux qui ont eu la chance de naître dans des milieux favorisés et qui ont pu accéder à une communication plus fluide, un contenu, une certaine culture générale. Donc voilà, l'idée c'est celle-là. Mais vous qui avez fait l'expérience avec moi, avec les participants dans cette aventure, comment vous avez ressenti, comment vous pouvez répondre vous-même à cette question? Si je peux répondre à cette question, pour être honnête, au départ je ne comprenais pas. On était en 2014, j'étais en 4e année à l'école de commerce. C'est vrai, en étant étudiant en école de commerce, on avait les cours de comptabilité, de finance, d'instruments financiers, tout ça. Mais j'étais toujours triste de ne pas pouvoir étudier l'histoire, la philosophie, les arts, parce que pour moi, l'économie, c'était juste un instrument, un outil pour gérer une société. Mais ce n'était pas suffisant. Donc, en arrivant à Connect Institute, on avait des discussions diversifiées. On passe par l'économie, par l'histoire, la philosophie, le contexte marocain, le contexte américain, européen, etc. Et à chaque séance, j'ai une sorte de bouffée d'air frais qui me permet de commencer une nouvelle semaine avec une nouvelle façon de voir les choses et surtout une envie d'apprendre. Parce qu'on avait la séance le samedi matin, mais je passe presque toute l'après-midi, parfois tout le week-end, à m'approfondir et à refaire soi-disant les exercices. On avait des exercices de réflexion, d'analyse, de présentation. Et ça, pour moi, 2 heures par semaine était plus bénéfique que plusieurs heures de cours à l'école de commerce, si je le dis en toute sincérité.
En fait, dit comme ça, on a l'impression que Connect, c'est un peu un lieu où on vient faire des cours supplémentaires. Et moi, je sais que Connect, ce n'est pas ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que c'est? Oui, et qu'est-ce qu'on y fait? Oui, on ne veut pas être catalogué dans les différentes rubriques ou positions dans lesquelles se positionnent les autres organisations éducatives. On n'est pas un centre de formation classique, ce que vient de dire Nordine en témoigne. On ne veut pas suivre le processus éducatif tel qu'il est pratiqué dans le système classique, c'est-à-dire nous ne voulons pas faire passer des examens à des jeunes, nous ne voulons pas attribuer des notes, on ne veut pas créer du stress supplémentaire par les différentes compétitions, comparaisons qui se produisent dans le système éducatif. Ben, au contraire, on veut libérer les énergies, on veut créer un centre, l'espace dans lequel nous sommes et les autres, de liberté, de confiance. Et je pense que tout naturellement, le jeune s'approprie l'espace et développe lui-même les compétences qui l'aident dans la poursuite de ses objectifs. Mais je voudrais aussi revenir à notre question sur la société et qui cherche à se développer, on ne peut pas le nier, qui cherche à répondre à ses besoins. Aujourd'hui, on se compare entre pays, on se compare entre nations, et on sent qu'il y a une frustration, qu'il y a un décalage, qu'il y a un retard, disons les choses. Et si nous voulons aller vers le développement, c'est la jeunesse qui est le moteur du développement. Et si ce moteur est en panne, on ne peut pas espérer avoir un développement. Donc il faut qu'il y ait la priorité accordée à la question de la jeunesse. Pas seulement dans le système éducatif, mais en dehors du système éducatif. Parce que, ça aussi en réponse à votre question, c'est la société, la famille de manière particulière, la société de manière générale, avec toute la pollution qui maintenant est mise par les réseaux sociaux, par toute cette illusion de connaître, illusion de relations, etc. On a besoin de revenir aux fondamentaux, on a besoin de se réapproprier les outils qui permettent un réel développement. Donc, par votre expérience, vous côtoyez aussi des jeunes perdus, des jeunes qui ne cherchent qu'à partir, des jeunes qui désespèrent, des jeunes qui sentent la frustration, et vous pouvez en parler, puisque c'est ça, c'est votre réponse qui va nous aider par la suite à définir ce que nous faisons. Oui. Pour parler de ma propre expérience, je pense que le changement qui a eu lieu quand j'ai intégré le programme GROW, c'était le fait que je comprenne que je peux faire mieux. Alors qu'avant, je me contentais de valider un module, d'avoir des notes, et voilà. Je savais qu'au fond, j'avais des problèmes, mais je n'avais pas le courage, ou peut-être je n'avais pas la confiance pour pouvoir surmonter ces problèmes. Je pense qu'à Connect, j'étais confronté à moi-même, et là, j'ai repris le courage, pour être précis, et j'ai travaillé sur mes lacunes. Je continue toujours de travailler, mais c'est là le déclic. Quand on comprend qu'on peut faire mieux, on fonce, et je pense que ça donne des résultats très intéressants pour moi-même. Et je l'ai vu aussi arriver avec plusieurs participants qui sont passés par nos programmes. Donc j'aimerais bien rebondir sur ce point par rapport au fait d'être confronté à soi-même. C'est vrai que c'est très courageux et en même temps c'est très laborieux. Du coup, en général, c'est quelque chose qu'on évite de faire. Et quand on vient à Connect, ça devient une obligation. On est obligé de se regarder dans le miroir, d'arrêter de se voiler la face et de se dire, voilà, aujourd'hui la société marocaine, elle est ainsi et nous aussi on en fait partie. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer nous-mêmes, et par la suite changer la société. Mais pour changer la société, on n'a pas cette ambition évidemment, mais on peut changer des individus.
éventuellement ceux qui franchissent le pas des centres du réseau de Connect. Mais par rapport au point de effectuer un changement sur sa propre personne, pour faire ça, il faut désapprendre. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on insiste énormément. Mais pour désapprendre, c'est tout un processus et ça prend du temps. Et Connect, j'ai l'impression qu'on n'a pas cette ambition justement de changer les choses, mais on sème des graines. Et les changements parfois opèrent 1 an après, 2 ans après le programme. Donc moi, par exemple, dans mon cas, quand j'ai rejoint Meher, avant, j'ai travaillé avec des ONG, j'ai travaillé dans le développement humain, mais j'avais une idée très faussée sur ce qu'est le développement aujourd'hui au Maroc. Quand on est avec des participants qui viennent de tout le Maroc, qui ont des niveaux très variés, qui ont des backgrounds très différents et qu'on fait aussi du travail de terrain, que ce soit dans d'autres centres à Act School éventuellement ou dans d'autres villes du Maroc, là on est vraiment confronté à cette réalité qu'on ne peut plus refuser de voir. Parce que la réalité marocaine, parfois il faut aussi décider de refuser de la voir. Et ça c'est problématique en soi. Et moi, j'ai senti que je suis sortie grandie de l'expérience de Meher Center, parce qu'on a travaillé sur plusieurs projets et on avait des projets d'accompagnement de jeunes. Mais ce qui était le plus intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup de peer-to-peer. Donc nous-mêmes, on s'entraidait, on travaillait ensemble. Il y avait beaucoup de learning by doing aussi. Donc on reviendra peut-être par la suite sur ce qu'est Meher concrètement et les autres centres et qu'est-ce qu'on y fait. Mais je pense qu'au final, c'est ce travail qu'on est censé faire soi-même et qu'on vient à Connect pour être accompagné pour le faire. C'est ça la vraie force du réseau et de l'écosystème. Je vais revenir un peu en arrière, la question du développement que n'importe quel citoyen, famille cherche à voir s'accomplir dans son pays, dans son entourage. Et là, il y a différents points de vue. Il y en a qui pensent que c'est l'infrastructure qui va créer le développement. Il y en a qui misent sur les services publics de proximité pour le citoyen. Nous, à Connect Institute, on est d'accord avec tout ça. Il faut tout ça. Seulement, ce que nous souhaitons voir évoluer dans notre pays, c'est l'individu, c'est l'être humain qui doit être responsabilisé, qui doit prendre son destin en main, qui doit comprendre son rôle, qui ne peut plus être seulement un rôle d'exécutant qui se conforme avec ce qu'il y a et qui se contente de ce qui lui est donné, mais au contraire qui aspire à mieux. Et ça, c'est la base même de l'éducation, c'est la base même du développement culturel. Donc c'est pour ça que nous avons axé notre activité, notre mission, nos programmes, nos objectifs sur les individus et comme j'ai dit tout à l'heure, sur la jeunesse que nous considérons, qui est considérée partout dans le monde comme le moteur du développement. Et donc les deux axes sont évidemment pour nous liés et fondamentaux dans le développement de ce pays, l'éducation et la jeunesse. L'éducation, ce n'est pas l'éducation dans le sens classique, dans les termes, comme a dit Nordine, de comptabilité, de gestion, etc. seulement, mais aussi une éducation qui renforce la personnalité, qui donne la liberté de créer et ne pas seulement d'éduquer les gens dans l'imitation, dans le paraître et être de simples consommateurs de ce qui se produit ailleurs. Et donc ces deux axes nous ont permis petit à petit d'établir une méthodologie, d'avoir une démarche, d'avoir des partenaires qui nous ont fait confiance, de constituer toute une communauté de jeunes qui s'entraident, qui s'appellent, qui travaillent ensemble, parfois à distance, parfois regroupés quelque part. Et ça nous donne beaucoup d'espoir, parce qu'on commet des erreurs, certainement. On n'a peut-être pas embrasser tous les aspects qui devraient concourir à apporter la solution au problème, mais je pense que nous pouvons dire que nous avons le mérite d'essayer des choses. Donc maintenant, j'aimerais savoir,
pour vous, une fois qu'on a compris pourquoi on fait ça, comment on le fait et est-ce que la méthodologie a été claire dans votre esprit pour que ceux qui nous regardent puissent aussi la comprendre et la saisir? Oui. Donc, avant de parler de la méthodologie, j'aimerais juste dire qu'au final, si on veut résumer ce qu'on fait dans le réseau Connect, c'est simplement de lever le voile sur le champ des possibles. Parce que quand on vient du système éducatif marocain, souvent on se limite même dans ses ambitions, on se limite dans ses rêves, et on perd parfois même la faculté de rêver. Alors que quand on est dans une communauté qui est solidaire, qu'on sait qu'il y a tout un écosystème, qu'à n'importe quel moment on peut prendre le téléphone et appeler quelqu'un et parler d'un livre, ça en soi c'est grandiose, mais on ne s'en rend pas compte. Et quand on est dans ce système-là, quand on est dans cette communauté-là, je pense que ça a une grande valeur ajoutée sur la personne et sur la constitution de la jeunesse marocaine et de la personnalité, comment on forge la personnalité. Parce que là, on remet beaucoup de choses en question. Après, par rapport à la méthodologie, vous en parliez, donc la méthodologie, comme moi je l'ai vécu à Maher, là aussi, il n'y a pas de secret, on revient aux fondamentaux. Donc il y a des capacités clés que tout le monde devrait avoir, et que malheureusement on n'arrive pas à acquérir dans le système éducatif tel qu'il est aujourd'hui. Donc on parle de la capacité à apprendre, on parle de la créativité, la communication, la collaboration et surtout l'esprit critique. Et malheureusement l'esprit critique c'est quelque chose que l'on ne retrouve pas et qui se travaille. Et on ne le dit pas assez que ça se travaille, que ce n'est pas inné, qu'il suffit de faire l'effort et ça vient par la suite. Et parfois, ça peut aussi venir d'une lecture, d'une discussion, d'un club de cinéma. Et ce sont ces activités-là qui nous manquent aujourd'hui dans notre société et dans les systèmes et les bulles respectifs de chacun. Dans la méthodologie de Maher, ce qui était intéressant aussi pour moi, c'est qu'il y avait autant de pratiques que de... Ce n'est même pas de la théorie réellement, parce qu'il y avait surtout beaucoup de pratiques. On avait de la théorie, donc... du grain à moudre, oui. Donc là on s'éclatait, moi ça m'a réconcilié avec l'histoire, parce que je me souviens avant les cours d'histoire, j'en avais horreur, et quand on recevait M. Doré pour les séances d'histoire, notamment sur la personnalité historique marocaine, et j'étais juste fascinée, c'était incroyable, et je me disais mais comment ça se fait que je n'ai jamais eu accès à ce genre de savoir, comment ça se fait que je n'ai jamais eu accès à ce type de contenu. Et pourtant, ce n'est pas sorcier, encore une fois. Il suffisait de le chercher et de provoquer cette occasion-là qui fait qu'une jeunesse marocaine, qui parfois est diplômée ou surdiplômée, n'a pas accès au b.a.-ba de ce qu'est la culture marocaine, de ce qu'est l'identité marocaine. Donc, si tu permets, moi j'ai une petite phrase que j'aime répéter parce qu'elle me tient à cœur. On ne peut pas aimer un pays si on ne le connaît pas. On ne peut pas défendre une identité si on ne la connaît pas. Et quand on fait des tests avec des jeunes sur leur culture générale, sur leur connaissance du pays, et tu le sais, Nordine, en général, un jeune Marocain aujourd'hui, issu de milieux qui baignent dans l'éducation publique tout à fait ordinaire, normale, ne connaissent pas des personnages qui ont façonné ce pays, ne connaissent pas des lieux qui démontrent la richesse de notre patrimoine. Et je suis pleinement convaincu qu'il suffirait que cette jeunesse prenne connaissance de cette richesse, de cette diversité, pour se sentir à l'aise dans ce pays, être prêt à le défendre, être prêt à travailler pour le transformer, pour le développer et le faire avancer. Je ne sais pas si cette idée, tu l'as ressentie dans ce parcours que tu as passé ici, en tant que coordinateur et oui, absolument. Au départ, il y avait des voix qui avaient des doutes et qui disaient qu'en fait, Connect, ça peut être un lieu d'élite ou bien un lieu occidental, entre parenthèses.
Mais par la suite, j'ai compris que c'est un lieu où l'on construit la marque marocaine, si on peut dire, qui a des racines et des ailes, qui s'inspire de la tradition marocaine, de la culture marocaine, mais aussi qui est ouverte sur le monde et qui comprend le monde qui l'entoure. Et je pense qu'il est bien temps de penser à ça, parce que beaucoup de jeunes Marocains sont maintenant dans une logique binaire de leur façon de voir le monde. Soit ils voient que la tradition marocaine, ils sont absorbés par la société, soit ils sont en rupture totale avec leur tradition, leur langue et leur société. Ça aussi, c'est grave. Mais Nordine, je me permets de t'interrompre. Oui. Certaines personnes qui nous regardent peuvent aussi nous reprocher le fait de dialoguer en langue française. Et donc se dire, voilà, il y a déjà une contradiction. Pourquoi est-ce que c'est une organisation qui défend la culture marocaine, qui défend le patrimoine et qui s'exprime en langue française? Est-ce que, d'abord, je promets que nous allons avoir d'autres entretiens de ce type en langue arabe et peut-être même en langue anglaise. Et nous avons choisi de commencer cette série par la langue française pour montrer à ceux qui nous regardent, et aux jeunes en particulier, que c'est une langue qu'on peut maîtriser, que c'est une langue qui est aujourd'hui très utile dans notre société. Ce n'est pas de notre faute si la société marocaine continue à privilégier les gens qui maîtrisent la langue française dans le recrutement, dans les transactions économiques, dans le monde des affaires. La langue française est là et notre objectif, c'est de faire en sorte que les jeunes n'en soient pas exclus. Donc ça fait partie aussi de la méthode, puisqu'on est dans la méthodologie de Connect, c'est d'ouvrir le jeune à d'autres langues que celle qui lui a été imposée à l'école. Et aujourd'hui, nous voyons aussi que le gouvernement est en train de revoir sa copie et de faire en sorte que les jeunes puissent acquérir les langues étrangères qui lui ouvrent le monde. Parler la langue française, maîtriser la langue française ne signifie pas la perte ou l'abandon de la langue maternelle. Je pense même qu'au contraire, elle est renforcée, la langue maternelle, elle est renforcée par l'acquisition de langues supplémentaires. Donc voilà, je clore cette c'est un point très pertinent, vu que c'est un débat qui revient souvent. Quelle est notre langue aujourd'hui? En quelle langue on s'exprime? Quand on est au travail, ben forcément, on va travailler en anglais. On n'envoie jamais nos mails en arabe classique. L'arabe classique, c'est pas non plus l'arabe que l'on pratique au quotidien. Donc il y a toujours cette question de la langue qui revient et qui devrait renforcer la jeunesse au lieu de renforcer le clivage qui existe actuellement. Et malheureusement aujourd'hui, la langue, et principalement la langue française, elle exclut plusieurs jeunes qui ont énormément de talent, qui ont beaucoup de potentiel, mais qui ne peuvent pas s'exprimer parce que c'est, comme vous avez dit, la langue des affaires, et qui ne peuvent pas défendre leurs idées, qui ne peuvent pas argumenter en français, alors que c'est la langue aussi qui revient souvent. Quand on postule à un travail, aujourd'hui, on ne peut pas ne pas maîtriser le français. Et ça, c'est un problème qui vient souvent. Et d'ailleurs, on parlait de la formation, donc du programme Amaher. Amaher, on avait cette devise enfin, il fallait maîtriser les 3 langues. Donc, même tout au long de l'année, les travaux qui ont été faits, ils ont été faits en français, en arabe et en anglais. Nos écrits aussi, c'était en français, en arabe et en anglais. Et les contenus qu'on recevait souvent et que l'on traitait par la suite, ils étaient aussi en 3 langues. Il y avait un équilibre entre les 3. D'ailleurs, quand nous recevons des étudiants étrangers, ils sont souvent étonnés, agréablement surpris de constater qu'il y a des jeunes participants qui maîtrisent les 3 langues, qui peuvent parler français, arabe, anglais, et qui souhaitent faire la même chose, c'est-à-dire souhaitent avoir la maîtrise de plusieurs langues. Donc nous avons cette richesse, nous avons cette possibilité qui est offerte à la jeunesse d'avoir la possibilité de parler 3 langues, une à la fois pour s'accrocher à ses valeurs, ses racines fondamentales, son patrimoine, son identité, pour aussi rester en relation avec l'univers de la francophonie qui offre beaucoup de possibilités au Maroc et ailleurs,
et aussi l'anglais qui est devenu la langue internationale. Toi qui as travaillé avec des jeunes qui avaient des projets en matière de vidéo, en matière de start-up, est-ce que toi-même tu as constaté ces lacunes et les obstacles que ces lacunes créent face à la jeunesse? Oui, absolument. J'ai compris que dans le monde du travail et l'entrepreneuriat, c'est le même problème qui se répète. On peut avoir l'argent, on peut avoir la compétence technique, on peut avoir même le réseau, mais si on n'a pas les compétences linguistiques, on aura vraiment du mal à décoller ou à avoir un business qui puisse réussir, si on peut dire, même en termes financiers. On ne peut pas réussir si on n'a pas la langue. Et ça, c'est bien dommage parce que beaucoup de jeunes maintenant pensent que la solution au chômage ou bien au manque de compétences, c'est d'aller se lancer dans l'entrepreneuriat. Or, c'est faux parce que c'est le même problème. Que vous soyez salarié ou bien entrepreneur, vous aurez besoin d'écrire un mail, de rédiger un rapport et de communiquer avec un client, etc. Oui. Et donc, on parlait de la méthodologie. Et donc, la méthodologie, c'est comment favoriser, justement, l'acquisition de ces 4 compétences, maintenant qu'on appelle les 4 C, qui ont été aussi promues par le livre de Yuval Harari sur les 21 leçons pour le 21e siècle, et qui sont la créativité, la collaboration, la communication et l'esprit critique dont tu as parlé. Donc la méthodologie, elle s'inspire de ces 4 compétences indispensables. Alors maintenant, c'est le chemin qui mène. Il ne s'agit pas de dire et répéter que nous voulons que le jeune Marocain dispose de ces 4 compétences. Alors comment? Eh bien, nous, on fait le pari sur les compétences, les sous-compétences, disons, fondamentales, que sont la lecture et l'écriture. Comment vous avez vécu vous-même cette expérience lorsque vous étiez participant à nos programmes? Alors en fait, juste avant de parler de la lecture et de l'écriture, je voudrais revenir sur un point. Donc, sur tout le réseau Connect Institute, on retrouve un triptyque. C'est apprendre, pratiquer et créer. Et donc là, on est sur la première boucle qui est l'apprentissage. Par rapport à la lecture, moi j'avais l'habitude de lire, je lisais même beaucoup. Après, je pouvais lire n'importe quoi. Et c'est ça aussi qui fait la différence, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de lire, mais il faut aussi être accompagné dans ses lectures. Il y a un choix qui doit être fait, il y a une sélection. Et Maher avait aussi cet avantage de nous orienter dans nos lectures. Je n'aurais jamais lu Kilito, Ben Khlouf ou le discours décisif d'Averroès si je n'avais pas intégré Maher. Je ne savais même pas qu'il y avait une sommité comme Kilito au Maroc. Mais certains te diront, mais à quoi ça sert d'avoir lu Kilito Ben déjà, quand on sait qu'il y a quelqu'un comme Kilito au Maroc et qui mène une réflexion sur le pays, et ça rassure, ça donne espoir, et on arrête de voir uniquement vers l'Occident, on se retourne un peu aussi vers le Maroc, et c'est des modèles aussi que nous avons. Ouais. On est fiers. Si je permets, dernièrement, j'ai demandé à Nordine qu'est-ce qu'il était en train de lire, parce que lui-même, il a lisé. Abdallah Haroui. Peut-être qu'on pourrait expliquer pourquoi, parce que quelqu'un qui veut se lancer dans l'entreprise, quelqu'un qui veut se lancer dans la vie tout court, a-t-il besoin de lire Abdallah Haroui? Je pense absolument qu'on a besoin de lire l'histoire et lire l'histoire d'abord de son pays avant de lire l'histoire des autres pays. Mon expérience personnelle, j'avais commencé par lire des livres de... Moi aussi, j'étais influencé par la culture américaine. Je lisais des best-sellers américains, des livres purement commerciaux. C'était amusant, mais à la fin, ça ne fait que gonfler l'ego. Ça ne gonfle rien d'autre que l'ego. Alors que les autres livres, quand j'avais commencé à tester soi-disant les romans, les classiques, etc., j'avais senti une certaine richesse intellectuelle. Ça donne du poids intellectuel. Quand tu lis, par exemple, un seul roman d'Albert Camus, je peux dire, ça te bouleverse un peu. Et ça en soi, c'est une découverte qui m'a permis de choisir de lire les romans. Par la suite, j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire parce que j'ai compris que pour vivre bien dans le présent, il faut comprendre ce qui s'est passé dans le passé.
Comme ça, on peut prédire, entre parenthèses, prédire le futur et voir, un peu avoir... Ou du moins s'y préparer. C'est préparer, exactement, avoir des reculs sur ce qui s'est passé et ce qui se passera dans le futur. Donc la lecture est une pièce maîtresse de l'édifice que nous voulons construire. Mais la lecture, elle donne aussi des outils, elle donne un vocabulaire, elle donne de l'imagination aussi, parce que la vie, c'est de l'imagination. Donc les participants qui viennent dans nos programmes, et qui ne sont pas obligés de le faire, mais ils sont encouragés à le faire, et qui commencent à avoir cette envie de lire, qui dans d'autres pays accompagne dès l'enfance, dès le bas âge, les enfants lisent, adolescents, puis adultes, et continuent sur ces habitudes. Ici, malheureusement, quand on reçoit des participants, il faut, comme a dit Alvin Toffler, il faut désapprendre, apprendre et réapprendre. Et donc, on encourage les jeunes à désapprendre ces mauvaises habitudes, comme par exemple cette distance qu'ils ont avec le livre, avec la lecture, pour apprendre à lire et réapprendre aussi continuellement. Donc la lecture est une activité importante que nous avons aussi élargie à des adultes, pas seulement les participants à nos programmes, mais aussi des adultes qui viennent et qui participent à nos séances à l'université de Ben Guerir ou ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de la méthodologie? L'écriture. L'écriture aussi, je pense qu'on a beaucoup écrit. Moi, je n'ai jamais autant écrit que l'année dernière, quand j'étais à Meher. On écrivait c'était des rapports, des feedbacks personnels. Parfois, c'était carrément un peu comme si on écrivait notre propre journal. Mais après, ce qui est intéressant dans l'écriture, comme elle se fait à Meher, c'est qu'on n'écrit pas dans son coin et on garde ça pour soi, mais on écrit, on s'expose et on partage avec les autres et on a un feedback et on évolue aussi dans sa pratique d'écriture. Et je pense que ça, l'année dernière, pour moi en tout cas, c'était très libérateur. Mais là encore, il y a certaines personnes qui nous écoutent et disent « Oui, mais d'accord, mais l'écriture, à quoi ça sert? Il suffit de prendre des modèles. » Et tu as vécu ça, évidemment. Oui, absolument. En fait, quand j'avais commencé à lire, et j'avais commencé à m'habituer à lire chaque jour, après 2-3 ans, j'ai commencé à gagner confiance en mon écriture. J'arrive à écrire sans pour autant m'inquiéter pour le résultat final, alors qu'auparavant, si ce n'était pas pour un examen, je ne le faisais pas. Mais maintenant, ça ne me pose aucun problème de prendre un stylo, ou bien aller sur un clavier et rédiger un petit texte. Parfois, on le fait même. D'ailleurs, ça fait partie de mon travail et chaque jour, je suis amené à rédiger des textes. Donc, en lisant, on arrive à écrire mieux et à avoir confiance en nos textes. Et surtout, ça structure les idées. Donc, on parlait tout à l'heure de la lecture. La lecture permet aussi, en fait, quand on a un livre entre les mains, il ne suffit pas de suivre l'histoire et les faits qui y sont racontés, mais c'est aussi toute la structure du livre qui est importante. C'est comment il est rédigé, c'est le style, c'est la structure, c'est les mots qui sont choisis à chaque fois, la précision aussi du vocabulaire. Et ça, quand on écrit, on en devient conscient. On n'écrit plus comme on parle. On est obligé de mettre de l'ordre dans ses idées, d'avoir un début, une suite, une fin. On sait qu'on va quelque part et la réflexion devient limpide. Et ça, c'est très important aussi dans la pratique de On pourrait passer des heures à discuter sur les mots. bénéfices et les avantages de la lecture et de l'écriture, mais il y a aussi une troisième dimension, c'est le débat. C'est systématiquement dans nos programmes, dans nos centres, il y a des séances de débat. Et dans ces débats, il y a des sujets qui sont proposés, soit par des exposés, soit par des supports vidéo, écrits, articles, etc. Et on cherche à toucher
les sujets qui ne sont pas toujours d'actualité, parce que parfois l'information n'est pas toujours fiable, n'est pas toujours utile. Par contre, il y a des sujets de fond, des sujets même tabous, qui touchent le jeune dans sa vie quotidienne et sur lesquels il n'a pas l'occasion ailleurs de discuter, ni dans sa famille, ni dans sa classe, ni dans la rue. Et donc là, il trouve un espace où il y a une certaine liberté, il y a une certaine confiance, il y a du partage, il y a de l'écoute, et souvent les jeunes changent d'avis ou améliorent leur vision des choses à travers le dialogue qu'ils ont avec leurs camarades. Et nous avons vu, à travers ces séances que nous appelons Dardasha, nous avons vu des réflexions évoluer, un esprit critique aussi se former, petit à petit. Je ne dis pas que c'est miraculeux, que c'est magique, qu'on arrive à obtenir des résultats au bout de quelques séances. Mais les graines sont plantées. La réflexion, je suis sûr que quand ils sortent, la réflexion continue. Est-ce que vous avez vécu cette expérience de cette manière? À maintes reprises, j'avais observé des participants qui venaient avec des positions, avec des propos qu'ils ont hérités soit des médias, soit de leur entourage. Mais chemin faisant, ils arrivent à se faire challenger par les autres et donc changer leur position et surtout construire leurs opinions et leurs arguments sur des bases solides, non plus sur des choses qu'on a entendues ou qu'on a lues sur Facebook par exemple. Grâce à ces discussions, je pense on pousse le jeune à faire lui-même l'effort de chercher des arguments et de construire ses opinions sur des bases qui sont solides. Oui, effectivement, quand on partait par exemple à Hagia Sophia et quand on discutait avec les participants sur place, pas mal de fois, il a fallu déconstruire certaines idées. Parce que quand on vient avec des préjugés, on vient avec des idées qu'on a remâchées. Ce ne sont pas forcément les nôtres, mais on se les approprie parce que, comme tu as dit, Nourdine, on les a hérités de son entourage, d'un système, de tout un environnement qui redit, qui répète la même chose. On peut donner des exemples. Par exemple, on reçoit des comptes rendus sur les séances et dans une des séances, il y a un garçon qui, malgré qu'il a essayé de cacher ses positions, il a fini par dire « mais la femme, sa place est dans la maison ». Et au bout de la discussion, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il revoie un peu ces choses-là, qui peut-être étaient valables à une certaine époque et qui maintenant ne le sont plus. Sur le harcèlement sexuel, des phrases comme « la fille n'a qu'à s'habiller correctement, elle ne sera pas harcelée ». On a des sur la magie, sur des choses qui sont de l'ordre de la croyance, de l'ordre des habitudes, comme tu as dit, héritées de certaines façons de penser, mais aussi qui sont diffusées aussi par les réseaux sociaux, diffusées par tous ces gens qui se sont implantés dans le paysage entre guillemets de l'idée et qui diffusent ce venin qui ne permet pas. Donc ça permet, comme tu as dit, de déconstruire et d'écouter l'autre et d'essayer d'être plus dans la critique que dans l'absorption pure et simple de ce qui est véhiculé. Donc il y a le débat, c'est très important, après avoir parlé de la lecture et de l'écriture. C'était cela au début, si Nourdine se souvient, c'était que ça, Connect Institute. Et puis petit à petit, nous avons élargi, on a introduit le théâtre, on a introduit les travaux manuels, on a introduit la bureautique, on a introduit le coding, le makerspace, la musique, la vidéo, et finalement, on lit, on écrit, on débat, et ce contenu qu'on récolte de ces activités, on peut l'exprimer en vidéo, on peut faire des bustes d'Einstein et de Homer comme ceux que les jeunes ont déjà fabriqués, ou des maquettes, ou des choses comme ça. Donc on essaie de mettre un lien avec le contenu qui est acquis, avec les moyens et les outils de promouvoir et de créer, comme tu as dit, des choses qui restent et des choses qui sont visibles. Vous avez vécu cette expérience à Maher et à Grow et à Connect Institute. Comment vous l'avez
Comment vous avez vu la réaction des participants? Quels résultats nous avons obtenus? Pour le programme GROW, on avait commencé en 2014, on avait droit à 2 heures par semaine. Mais maintenant, avec les programmes Momkin, Act School, Dar Momkin, Mahir Center, je vois qu'il y a une immersion. Et cette immersion permet aux jeunes de se détacher de leur milieu et de se concentrer durant une journée, voire plus, travailler ensemble, se concentrer, lire, écrire, faire des vidéos, travailler dans le syllabe, aider dans la cuisine. Voilà, c'est une logique de réseau d'activités qui permettent à la personne de s'élever et de s'améliorer. Contre la logique linéaire ou bien taylorienne de l'école qui t'oblige de venir assister à un cours et le répéter chaque semaine jusqu'à passer un examen. Tu as parlé de cuisine, je pense qu'il faut relever le fait qu'on sert des repas dans tous les centres. En général, c'est les participants qui contribuent, parfois à la cuisine, mais surtout au service. Ils se retrouvent ensemble, ils continuent leur discussion, ils créent des liens autour d'un repas. Et je pense qu'une fois, on s'est retrouvés ici à 70 personnes. Il y avait des jeunes de Agadir, de Ben Grir, donc tous les Mahir, de Youssoufia. Il y avait les Américains aussi qui venaient pour un programme d'échange. Et c'était extraordinaire, c'est une expérience unique. On trouve nulle part ailleurs 70 jeunes autour d'un repas en train de discuter principalement de culture et de développement humain. Et c'est des échanges comme ça qui sont très importants. Après, par rapport aussi à ce que tu as dit, Nourdine, cette capacité de rétention des jeunes dans le centre, quand on arrive à créer de l'engouement par rapport aux activités qui se passent ici, je trouve que c'est très important parce que, en général, quand on va à l'école, on y va un peu à contre-cœur. Quand on va à l'université, c'est pour avoir un diplôme. Mais on n'y va jamais réellement par plaisir. Et ici, même quand on a des programmes, par exemple, 2 ou 3 jours par semaine, n'importe quel autre jour de la semaine, quand on vient à Connect, à Act School ou à Mahir, on trouve des jeunes sur place en train de faire des choses, en train de créer, en train de lire. Et je trouve que ça, en soi, ça en dit long sur cette volonté de la jeunesse marocaine de faire des choses. C'est que souvent, il manque juste de l'opportunité, mais ce n'est pas par manque de volonté. Alors, tu as parlé de la dimension créée, parce que, très bien, notre méthodologie repose sur la lecture, sur l'écriture, le débat, les activités collectives, mais il faut aussi créer, il faut aussi montrer ce dont on est capable et que ce soit visible par le public. Et nous organisons de temps en temps des événements publics qu'on a appelés Agora, c'est-à-dire avec des centaines de personnes qui viennent assister aux pièces de théâtre qui sont jouées par les jeunes, parfois écrites par les jeunes, réalisées par les jeunes ou avec l'aide de professionnels, et aussi de vidéos. Avez-vous des souvenirs qui vous ont marqué de ces événements? Oui, il y en a tellement. Toutes les fois où on venait à Connect et qu'il y avait des représentations musicales, des pièces de théâtre des jeunes, où tout a été fait ici. Je me souviens l'année dernière aussi à Mahir quand on a fait l'événement en Abni. Donc là encore, c'est la préparation de l'événement nous a pris plusieurs semaines, mais le jour J, on était extatiques, on était tous euphoriques et très satisfaits du résultat. Il y avait, rien que pour les workshops, je pense qu'on avait plus de 350 personnes. Ouais. Et on a eu une trentaine de workshops avec 12 personnes à chaque fois. La matinée aussi, je me souviens qu'il y avait plusieurs manifestations, il y avait des présentations. Et là, on trouve aussi des jeunes qui sont sur une scène face à des centaines de personnes et qui sont capables de s'exprimer en français, en anglais, en arabe, de défendre leurs idées. Je me souviens par exemple de Saïda qui a parlé d'un sujet assez complexe. Et moi, j'étais juste émue devant cette performance parce qu'on se dit... Je pense qu'elle a parlé de Don Quichotte et Averroès, la relation entre Don Quichotte et Averroès. Oui, et de Map of Knowledge aussi. Elle en avait parlé. Et est-ce que ces événements contribuent à aller vers ces objectifs, c'est-à-dire
de donner une force de personnalité, une autonomie dans l'esprit. Est-ce que tu as constaté cela avec, Oui, sûrement, parce que en préparant les événements, d'ailleurs, ce n'est pas l'équipe seule qui travaille sur les événements, c'est en collaboration avec les participants. Ils se mettent à l'épreuve, ils font des budgets, ils travaillent sur des pièces, en parallèle avec des mises en scène, avec des pièces musicales, avec des repas. Il y a beaucoup de choses qui se passent et je pense que durant cet engouement, il y a les jeunes qui apprennent à gérer leur temps et à gérer le stress et à collaborer. C'est des choses qui sont tellement importantes mais qu'on n'apprend pas à l'école dans son format actuel. Donc je pense que c'est très déterminant. Et ça développe l'esprit de communauté, d'appartenance à une communauté. Surtout que ça a mobilisé, par exemple dans le cas de Nabni, ça a mobilisé carrément tout le réseau. C'était tous les lauréats, les participants actuels de tous les centres de Connect, et en même temps on a fait appel à des professionnels, comme vous avez dit, qui nous ont aussi accompagnés. Et le fait de savoir qu'il y a tout un écosystème derrière, et cet esprit d'appartenance, ça encourage. Parce que là, on ne peut plus dire qu'on a des idées, mais il n'y a personne pour nous soutenir. On a des projets, mais il n'y a personne pour nous accompagner. Il n'y a plus d'excuses. On n'est plus dans la passivité. Si on a quelque chose en tête et qu'on peut l'argumenter, qu'on peut le défendre, qu'on peut vraiment défendre ce projet, on sait qu'il y aura derrière tout un écosystème pour porter ce projet, pour le soutenir. Bon, je vais faire une petite parenthèse. Quand je vous entends parler, et moi aussi quand je revisite l'expérience que j'ai et ces années que j'ai passées auprès de la jeunesse, dans lesquelles j'ai beaucoup appris moi-même sur la société, sur les préoccupations, est-ce que vous êtes en train de décrire quelque chose où on croit qu'il n'y a pas de problème, que tout marche, non, pas du tout. Que c'est facile, que... Non, pas du tout. C'était pas facile, Maher, c'était pas du tout facile. C'était des journées très très longues, c'était beaucoup de travail, mais derrière, il y a aussi une motivation intrinsèque, il y a une volonté, et quand on voit que tous ceux autour sont aussi motivés que... Enfin, on ne peut pas baisser les bras, on ne peut pas lâcher le morceau. Donc, au contraire, on ne dit pas que tout est facile et qu'il n'y a pas de problème, mais on dit qu'il y a des problèmes et il y a des alternatives et il y a des solutions. Alors, si tu permets, Hind, je vais les nommer ces problèmes, puisque ce n'est pas des problèmes, mais c'est des faits, c'est constaté, avéré, que nous vivons dans notre société. Il suffit de sortir dans la rue, prendre un taxi ou avoir une discussion avec quelqu'un qui est censé vous rendre service pour nous rendre compte d'appartenir à une société où on sent que l'effort n'est pas valorisé, la persévérance, l'excellence, le respect du temps, la gratitude, la propreté, le respect de l'autre, l'écoute, tout ça, c'est des valeurs qui ne sont pas liées à l'expertise. Vous trouvez ces problèmes chez des médecins, vous trouvez des problèmes chez des gens bien installés dans la société. Et notre souci à Connect Institute, c'est aussi de revenir vers ces valeurs et de continuer et de ne pas continuer à dupliquer ce qui malheureusement se diffuse dans la société et créer une ambiance où on fait confiance, où on s'engage, on fait l'effort. Mais ce n'est pas gagné d'avance. Parce que le jeune, quand il vient dans notre espace, il est quand même soumis à toute une période, dans toute une période de sa vie, à des croyances, à des habitudes, à des comportements qui se sont enracinés et qu'il faut combattre. Mais le jeune ne sait pas qu'il faut les combattre. Il vit avec. Et dans ces conditions, nous nous affrontons souvent aux familles, aux parents, parfois au corps professoral des enseignants qui sont eux-mêmes porteurs de certaines de ces habitudes négatives. Et ça nous pousse à chaque fois à corriger, à changer de discours, mais sans tergiverser, sans compromis.
parce que nos locaux doivent être propres. On ne peut pas accepter qu'ils ne le soient pas. Pas de compromis. Nos participants ne doivent pas utiliser ou se comporter comme on se comporte dans la rue, en faisant du bruit, en ayant des attitudes qui ne sont pas conformes à l'esprit que nous... Donc voilà, ça c'est un réel combat. Je voudrais que ceux qui nous écoutent ne croient pas qu'on joue sur du velours et que tout est facile, tout est simple. On est affronté quotidiennement à des problèmes, à des obstacles qui parfois nous démotivent un peu, mais souvent nous encouragent à aller de l'avant. Et les résultats positifs que nous obtenons nous confortent dans ce combat que nous menons. Tu peux dire un mot sur ce sujet ou là? Je pense qu'il y a toujours des résistances et des personnes qui pensent que, surtout les jeunes, qui pensent que c'est pas prioritaire, que c'est pas nécessaire. Il y a des personnes qui n'ont pas d'éducation, qui s'en sortent pas mal. Mais je pense qu'avec le temps, on commence à comprendre que c'est nécessaire de se cultiver, de se renforcer. Et je suis passé par là moi-même, d'autres personnes autour de moi qui avaient des doutes, ils commencent à se remettre en question. Donc je pense que oui, il y a des résistances, mais avec un peu de patience, on peut les surmonter. Mais au final, tous ces jeunes qui passent par le réseau Connect, qu'est-ce qu'ils deviennent? Parce qu'on sait qu'au final, on n'a pas de certificat, on n'a pas de reconnaissance de l'État, on n'a pas de diplôme, on ne nous promet pas un travail à la fin du programme. Donc, qu'est-ce qu'ils deviennent? Il y a un certificat déjà pour corriger, mais effectivement, s'il n'y a pas de reconnaissance de l'État, moi j'ai la profonde conviction qu'avec le temps, ce certificat que nous délivrons à nos jeunes aura de plus en plus d'importance et il aura de plus en plus de visibilité et les jeunes qui auront ce certificat vont se distinguer par rapport aux autres qui ont des diplômes que je respecte, mais les nôtres aussi auront leur place. Maintenant, moi, quand on me pose cette question, d'abord si on veut passer au cas par cas, on s'apercevra que sur les 500 jeunes qui sont passés chez nous, la grande majorité se débrouille, soit il poursuit ses études, soit il a trouvé un travail, soit comme ceux qui collaborent encore avec nous à Connect Institute ou dans des organisations partenaires, etc., qui ont reconnu leurs compétences. Comme ton exemple, par exemple, Hind ou Nordin, qui continue à collaborer et à transmettre ce qu'il a appris aux autres participants. Mais au-delà de ça, moi je considère que c'est comme l'éducation qu'on fournit à nos enfants. On ne fournit pas une éducation avec un calcul sur ce qu'il va devenir, combien il va gagner, dans quelle ville il va s'installer. Si on donne aux jeunes la possibilité de devenir autonomes dans les décisions, de faire des choix et de acquérir les compétences dont il a besoin pour son ambition, pour le choix qu'il va faire dans la vie, il va y arriver. Et ça s'est produit, si ce jeune a besoin d'un soutien, a besoin d'une recommandation, a besoin d'un appui, à ce moment-là, l'organisation Connect Institute s'arrange, met à disposition les contacts et les réseaux pour faciliter cet accès à cette possibilité-là qui s'est offerte. Mais nous ne voulons rien promettre, nous ne voulons pas faire donner des engagements que nous ne sommes pas seuls à pouvoir tenir, puisque l'économie elle est ce qu'elle est, la société elle est ce qu'elle est. Donc ce que nous faisons, c'est de préparer les jeunes pour qu'ils deviennent autonomes, pour qu'ils puissent eux-mêmes choisir ce qu'ils veulent faire de leur vie, avec qui, comment, où et quand. Et les résultats que nous avons jusqu'à présent
nous conforte dans cette position. Cela ne veut pas dire que nous excluons les possibilités d'insertion professionnelle ou des projets d'insertion professionnelle. D'ailleurs, nous en avons un qui s'appelle la Coupola Agadir et qui va permettre l'insertion d'un certain nombre de jeunes. Et on va peut-être aussi multiplier ce genre d'activité. Mais le fondement de Connect Institute, c'est cette jeunesse qui est une richesse de ce pays. Il faut qu'elle soit cultivée, il faut qu'elle soit productive, créatrice, autonome, dynamique pour qu'elle puisse jouer son rôle de moteur de développement dans la société. Je vous remercie, c'était une belle séance d'échange. Je dois aussi remercier le caméraman et réalisateur Zakaria, qui est aussi un produit de Connect Institute. Il y a aussi accompagné de Samira et de Zineb, que je tiens aussi à remercier. Merci à tous.